L'Europe s'est construite essentiellement à partir du droit. L'Europe ne s'est pas construite par des guerres, l'Europe ne s'est pas construite par l'instrument budgétaire. Les budgets européens sont très faibles, le budget de la Commission européenne est très faible par rapport au budget des États membres. L'Europe s'est construite essentiellement par l'énoncé de règles, le traité de Rome, et puis le droit dérivé, les règlements et les directives, et la mise en œuvre de ces règles par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc l'Europe est en effet la fille du droit, et on a vu que l'Europe avait un impact significatif sur la vie de chacun des citoyens. Donc le droit est bien un instrument politique qui peut avoir des effets considérables sur la vie des citoyens. Sur le principe de réciprocité, l'Europe, en effet, a eu depuis sa création une attitude se voulant être exemplaire et se voulant être dominante. On apprenait à mon époque dans les universités que l'Europe allait être le continent qui allait montrer l'exemple à tous les autres continents en termes de développement, en termes de gouvernance, et que l'Europe allait être la première puissance économique mondiale. Souvenez-vous, il y a 20 ans, c'était le leitmotiv, c'était à l'époque où Delors était à la tête de la Commission européenne. Depuis, les choses ont changé. On sait que l'Europe n'est plus un continent dominant. L'Europe est très affaiblie par la crise actuelle. Et il découle de ce complexe de domination, de ce sentiment de domination et d'exemplarité, un comportement dans lequel les décideurs en Europe n'ont pas mis en œuvre le principe de réciprocité. Autrement dit, une entreprise européenne se voit imposer des contraintes sur d'autres continents, alors que l'entreprise qui vient de ces continents-là ne se voit pas imposer les mêmes contraintes en Europe. L'exemple le plus caractéristique, c'est sans doute les marchés publics. Le droit est sans doute un levier de croissance à plusieurs niveaux. Le premier, c'est à l'évidence, il faut définitivement dans ce pays lever les blocages réglementaires. Je cite dans mon livre l'exemple des professions de l'artisanat. 75% des professions issues de l'artisanat, le savez-vous, sont réglementées et il est nécessaire d'avoir un CAP ou un BEP pour les exercer, sauf à être salarié. Donc si demain quelqu'un souhaite s'installer comme réparateur de bicyclette ou comme coiffeur, il lui est nécessaire d'avoir un BEP ou un CAP. Or, on sait qu'en France, 60 000 jeunes sortent chaque année de l'enseignement sans BEP ou CAP. Donc ceux-ci ne peuvent pas être entrepreneurs, ou en tout cas ne peuvent pas être entrepreneurs dans ces métiers-là. Ils ne peuvent être que salariés, compte tenu du coût du salariat en France et du manque de flexibilité du salariat. Il n'est pas étonnant qu'un certain nombre de ces jeunes se retrouvent totalement exclus de la société du monde du travail. Donc il est nécessaire de faire sauter ces blocages qui sont purement corporatistes. J'ai étudié précisément la genèse de ces lois. Ces lois sont issues purement de mouvements corporatistes et n'ont pas d'autre justification. Le droit permet sans doute à l'État d'externaliser toutes ses fonctions non régaliennes auprès du secteur privé. Les États-Unis ont fait ce travail en 1998 avec Clinton. Les États-Unis ont adopté une loi qui s'appelle le FAIR Act et qui permet de tracer la frontière entre ce qui est régalien, qui doit rester exercé par des fonctionnaires, et ce qui ne l'est pas. Donc tout ce qui n'est pas régalien mais que l'État met en œuvre, par exemple le gardiennage des immeubles, doit être externalisé au secteur privé dès lors que c'est optimum au niveau économique. Donc le droit peut permettre aussi ce type de réformes, qui sont des réformes lentes, mais qui permettent petit à petit de rassembler l'État sur ce qu'il fait de mieux et lui permettre d'utiliser le secteur privé pour ce que lui fait de mieux.